Madame, Monsieur, bonsoir. Bruno Mazur et moi-même, nous allons ce soir vous présenter un journal complet qui durera un peu plus d'une heure et qui concernera bien entendu principalement les résultats du premier tour de l'élection présidentielle, avec ce second tour qui s'annonce donc entre messieurs Lionel Jospin et monsieur Jacques Chirac. Avec en notre compagnie sur ce plateau, pour ce début de deuxième tour de campagne, les principaux leaders politiques, messieurs Alain Juppé, qui va arriver d'un instant à l'autre, monsieur Nicolas Sarkozy, du côté socialiste, madame Martine Aubry, monsieur Dominique Strauss-Kahn, et puis nous rentrerons en relation avec monsieur Pierre Zarka du Parti communiste et avec monsieur Jean-Marie Le Pen, le président du Front National. Nous essaierons avec eux de voir comment vont se préciser les programmes et les alliances éventuelles de ce second tour de l'élection présidentielle. Des reportages également, donc beaucoup d'images sur les candidats, les élus, les battus, le vote des régions, en commençant tout de suite bien entendu par les résultats officiels. Des résultats qui donnent l'image d'une France coupée en 5, signe d'une société éclatée, pour ne pas dire déboussolée, un scrutin en tout cas caractérisé par un important vote protestataire. Ce matin, tous les journaux ont mis en avant la surprise du premier tour, l'échappée belle de Lionel Jospin, pour reprendre l'expression de nos confrères de Libération. France Arvois. Après le vote des électeurs de métropole, des départements et territoires d'outre-mer et des Français de l'étranger, les résultats officiels du premier tour sont: Lionel Jospin, 7 102 018 voix, 23,30% des suffrages. Jacques Chirac, 6 351 951 voix, 20,84% des suffrages. Édouard Balladur, 5 662 124 voix, 18,58% des suffrages. Jean-Marie Le Pen, 4 573 252 voix, 15% des suffrages. Robert Hue, 2 634 187 voix, 8,64% des suffrages. Arlette Laguiller, 1 616 566 voix, 5,30% des suffrages. Philippe de Villiers, 1 444 082 voix, 4,74% des suffrages. Dominique Voynet, 1 11 488 voix, 3,32% des suffrages. Et Jacques Cheminade, 85 186 voix, 0,28% des suffrages. Le Conseil constitutionnel proclamera ses résultats avant 20 h mercredi. Ainsi s'achève le vote du premier tour. Le face-à-face entre messieurs Jospin et Chirac aura lieu le mardi 2 mai. Hervé Bourges, le président du CSA, en a donné confirmation tout à l'heure. Côté socialiste, hier soir, c'était la divine surprise, en quelque sorte, de voir Lionel Jospin reine d'un jour, pour reprendre le titre un peu irrévérencieux de François. Le candidat socialiste s'est remis au travail tout de suite, dès ce matin, avec un changement de slogan tout à fait significatif. Jospin, président du vrai changement. Guylaine Chenu. La grisaille n'y a rien fait, le moral est au beau fixe. C'est une belle journée pour le candidat Jospin. Elle a le goût des lendemains de succès électoraux, un succès dont il veut faire un avantage. Moi je reprends ma campagne avec confiance. C'est quand même un acte symbolique de m'avoir placé en tête au premier tour. Lionel Jospin a donc repris son bâton de pèlerin. À Valence, une visite dans la communauté arménienne, l'occasion de prendre un bain de foule et de signer quelques autographes. Sur les visages, la curiosité d'accueillir aujourd'hui le candidat de tête. Personne ne cache sa surprise, explication de l'intéressé. Notre peuple a voulu rappeler que personne ne lui dictait ses choix. Que c'était un vieux peuple lucide et qui savait ce qu'il avait à faire. Dernière étape de la journée, le meeting. Devant des militants regonflés, Lionel Jospin s'est lancé dans la bataille pour le second tour. Ce second tour de l'élection présidentielle va être une confrontation de projets, de cohérence de projets et je dirais aussi
de sincérité de projet et que ce sera également une confrontation de personnalités. Et à cette confrontation de personnalités, je ne suis pas sûr que ce soit forcément M. Chirac qui sorte en position de vainqueur. Le sourire ne l'a pas quitté. Aujourd'hui, c'était jour de fête pour Lionel Jospin et les socialistes. Le succès d'hier, ils ont voulu en profiter jusqu'au bout, mais l'arithmétique a ses lois et l'étape suivante sera beaucoup plus difficile. Guylaine Chenu, vous êtes en direct avec nous. Alors, ce nouveau slogan, un président pour un vrai changement. Eh bien écoutez, ce nouveau slogan, cela veut dire que c'est une toute nouvelle campagne qui s'ouvre pour Lionel Jospin. Le thème donc sera évidemment bien sûr celui du changement et ce nouveau slogan, vous pouvez le voir, il est déjà dans les meetings. Alors c'est sur ce terrain que Lionel Jospin souhaite s'opposer à Jacques Chirac. S'opposer projet contre projet, personnalité contre personnalité. Pour cela, Lionel Jospin va accélérer le rythme, il va donc faire un meeting par jour. Demain, il sera à Carcassonne, puis à Montauban, en Corse et à Marseille. Lionel Jospin a reconnu tout à l'heure que la victoire, si elle n'est pas inaccessible, sera difficile. L'arithmétique du rapport de force droite-gauche n'est pas favorable. Il souhaite donc utiliser son avantage politique, celui d'avoir créé l'événement au premier tour, pour lancer une dynamique et forcer son destin. Merci Guylaine. Dominique Strauss-Kahn, vous êtes avec nous ce soir. Alors ce nouveau slogan, ça veut dire quoi? Le changement, c'était Jacques Chirac. Le nouveau changement, le vrai changement, c'est Monsieur Lionel Jospin. C'est quoi la différence? Ça veut dire que Lionel Jospin sera le président du vrai changement. Si les Français avaient voulu la continuité de la politique, s'ils avaient voulu que ce qui s'est passé de 93 à 95 continue, ils auraient voté pour Édouard Balladur. Et il aurait eu peut-être 30% des voix, ça n'a pas été le cas. À cette politique était associé Jacques Chirac, puisqu'il a voté tous les textes d'Édouard Balladur. Pourtant, Jacques Chirac a essayé de se présenter par une sorte de travestiment, de présentation un peu rocambolesque, comme le candidat du changement social. Mais les Français n'ont pas cru à cela. S'il y avait cru, c'est Jacques Chirac, pour le coup, qui aurait eu les 25 ou 30% qu'il pouvait espérer. Les Français ne l'ont pas cru et l'ont laissé à ces 20% qui sont le score habituel de Jacques Chirac qu'il a déjà eu dans le passé. Et donc, Lionel Jospin, lui, présente des propositions qui, petit à petit, sont apparues dans la campagne comme pouvant être celles du vrai changement. C'est le sens du slogan qu'il a choisi pour le deuxième tour. Alors, sans que ce soit péjoratif, M. Strauss-Kahn, quel type d'électeurs, de Français, le Parti Socialiste veut-il récupérer dans les urnes au deuxième tour? Non, ça ne se passe pas comme ça. L'élection présidentielle est une élection qui oppose un homme, qui présente un homme à l'ensemble du peuple français. Il n'y a pas d'électeurs qu'on veut récupérer. Il y a évidemment tous ceux qui ont voté pour lui au premier tour, qui je pense revoteront pour lui au second tour, mais il y a tous ceux qui ont un sens des responsabilités, qui veulent un président qui ne soit pas irresponsable, qui ne fasse pas baisser le front par une déclaration intempestive, comme l'a fait Jacques Chirac par exemple il y a quelques jours. Et tout cela se retrouveront, j'en suis sûr, dans Lionel Jospin. Alors, qu'allez-vous dénoncer s'il y avait une chose que vous allez principalement dénoncer dans la campagne de M. Jacques Chirac du second tour? Non, je ne crois pas qu'il faille dénoncer des choses sur Jacques Chirac, il faut proposer. Lionel Jospin a fait un ensemble de propositions, on y reviendra, je pense, dans le cours de la soirée, sur l'emploi, sur un ensemble d'autres choses, et c'est ces propositions-là qu'il veut détailler. Vous savez, il est clair pour tous que Lionel Jospin est parti en campagne plus tard que les autres, donc nous avons eu moins de temps pour les expliquer, ces propositions. Et pourtant, dans la dernière semaine, un immense élan s'est levé. Eh bien, c'est ces propositions qu'il faut continuer à développer dans la deuxième phase. Vous savez, il faut que les Français et les Françaises sachent, ceux qui sont de gauche, mais aussi ceux qui veulent que l'Europe soit un projet vers lequel nous allions délibérément, ceux qui ne veulent pas d'un président irresponsable. Ceux-là doivent savoir que hier, l'espoir est revenu et que la victoire de Lionel Jospin est possible. Toute dernière chose, on parle, dans Paris, d'un ticket Lionel Jospin, Jacques Delors, Premier ministre. Écoutez, ça veut dire que beaucoup de gens dans Paris anticipent la victoire de Lionel Jospin. En tout cas, c'est à lui de choisir. C'est à lui. Vous laissez planer le doute. C'est à lui de choisir son Premier ministre. Ça vous plairait? S'il est élu, mais moi, ça m'irait très bien. Je crois qu'en effet, ça illustre bien la ligne qui est celle de Lionel Jospin aujourd'hui. Et il me semble, puisque vous parliez des électeurs, que tous ceux qui se sont reconnus dans la candidature éventuelle de Jacques Delors à l'automne sauront retrouver dans ce ticket qu'on évoque, dont personne ne sait s'il se réalisera, mais qu'on évoque et qui est plausible, sauront retrouver là-dedans le sens des réalités et la volonté de changement, le changement dans la société qu'il faut faire bouger aujourd'hui, qui est la caractéristique de Lionel Jospin. Je vous remercie. Ce premier tour a mis un terme, en tout cas, aux ambitions élyséennes d'Édouard Balladur, qui n'a pas du tout l'intention de prendre sa retraite de la vie politique. Il l'a confirmé tout à l'heure devant ses comités de soutien réunis à Paris. Ce matin, Édouard Balladur a réuni à l'hôtel de Matignon les ministres qui l'ont soutenu. Pour Édouard Balladur, Jacques Chirac doit défendre un projet émanant de l'ensemble de la majorité unie et rassemblée. Jérôme Catala. Pour Édouard Balladur, le coup a été rude. Il avoue même être passé depuis hier soir par des moments difficiles, des moments de doute.
Mais cet après-midi, ovationné par les ministres, les parlementaires et les membres des comités de soutien baladuriens, le chef du gouvernement avait retrouvé toute sa détermination. Et d'abord, pour réaffirmer ce qu'il appelle un soutien sans ambiguïté à Jacques Chirac. Je n'ai pas dit que c'était mon soutien à moi personnellement. Je vous ai demandé et je vous redemande ce soir de faire de même et d'apporter vos votes au seul candidat issu de notre majorité qui soit présent au second tour. Un soutien officiellement sans réticence donc, mais assorti d'un important codicile à destination de ses partisans comme de ses adversaires. Qu'on ne s'y trompe pas, je conserverai ma place dans la vie politique nationale parce que... Et je tenterai d'y jouer un rôle parce que les idées que nous avons défendues ensemble me paraissent conformes à l'intérêt de la France. Je me résume et je conclus, mes chers amis. En somme, vous pouvez compter sur moi. Battu mais pas abattu, Édouard Balladur va donc maintenant tenter de coaliser autour de lui les personnalités qui l'ont soutenu pendant sa campagne pour peser à l'intérieur de la majorité au-delà du 7 mai. Jérôme Catala, avez-vous eu le sentiment que M. Balladur voulait donc poursuivre cette carrière politique? À quelle place et dans quelle position? Alors, poursuivre sa carrière politique, c'est un oui sans ambiguïté, comme le dirait le Premier ministre. Mais avant cela, je crois qu'il faudrait insister sur le soutien que va apporter M. Balladur à Jacques Chirac. Un soutien sans ambiguïté, donc, il le dit, mais un soutien dont il faut maintenant définir les modalités. Et pour cela, Édouard Balladur attend un signal du camp chiracien. Il ne va donc pas accorder son soutien sans réfléchir. Il discutera lui-même en fonction d'un certain nombre de points précis, notamment l'Europe, la protection sociale ou la sécurité, par exemple. Alors ça, c'est pour le Premier ministre. Mais pour un certain nombre de ses partisans, eh bien ça pourra aller beaucoup plus vite. En ce moment même, les instances dirigeantes du CDS et du Parti républicain sont réunies. Et le Parti républicain vient d'ailleurs d'annoncer son soutien sans réserve à Jacques Chirac. C'est dire que l'unité des baladuriens se lézarde un peu et que l'avenir politique d'Édouard Balladur n'est plus aussi assuré. Merci Jérôme. Nicolas Sarkozy, vous êtes avec nous ce soir pour nous préciser dans quelles conditions M. Édouard Balladur et les partisans de M. Édouard Balladur vont se réconcilier d'une certaine façon derrière M. Jacques Chirac. Ce sont quoi ces signes que l'on attend de votre part? Mais nous n'attendons aucun signe. Édouard Balladur, avec beaucoup de clarté, de franchise, a dit 3/4 d'heure après la clôture du scrutin hier soir qu'il ne voulait pas d'un troisième président socialiste et qu'il demandait donc à l'ensemble de ceux qui lui avaient fait confiance de voter pour Jacques Chirac. Il n'y a pas de condition, rien. Alors, cela dit, M. Balladur fait savoir aujourd'hui qu'il a l'intention de poursuivre une carrière politique. Peut-être on a aussi évoqué la possibilité de la création d'un mouvement, je ne sais pas si c'est possible. Est-ce que vous avez une idée de la place qu'il veut occuper dans la législature, dans la présidence qui va s'inaugurer si M. Chirac est élu? Oui, deux remarques si vous me le permettez. La première, c'est que la première question qui nous est posée, c'est celle de savoir est-ce que c'est le candidat de la majorité qui va gagner l'élection présidentielle? Rien n'est fait. Et les résultats du premier tour doivent inciter l'ensemble des hommes politiques à être modestes avant de parier sur le succès au deuxième tour. C'est la première question. Et une deuxième remarque, Jérôme Catala dit il y a une question de carrière politique pour Édouard Balladur. Ce n'est pas du tout ça. Édouard Balladur est porteur d'un projet, d'idées. Il souhaite que celle-ci soit défendue. Et si Jacques Chirac veut l'emporter au deuxième tour, ce que nous souhaitons, eh bien, chacun doit tenir compte du fait que dans la majorité, il y a grosso modo 2 familles politiques d'importance égale. Et il est normal que l'ensemble de ceux qui sont manifestés sur les 2 candidats de la majorité au premier tour voient une partie de ces idées prises en compte pour l'emporter au deuxième tour. Alors, c'est l'esprit du rassemblement du deuxième tour. On va préciser en quelques mots ces idées, mais d'abord ça veut dire que, étant donné le score des 2, qui sont très proches malgré tout, M. Chirac ne peut pas gagner sans vous. Ça veut dire très simplement que quand on veut gagner au deuxième tour, il vaut mieux faire 50% et 1 voix, et que 50% et 1 voix, c'est un peu plus que 20%. Et cela veut donc dire que en 1981 et en 1988, la division et les mauvais rapports de voix du premier au deuxième tour ont conduit à l'échec de la majorité. En ce qui concerne Édouard Balladur et l'ensemble de ceux qui le soutiennent, nous ne voulons pas revoir 81 et 88. Bien, alors... Il appartient au candidat du deuxième tour, ce n'est pas Édouard Balladur, c'est Jacques Chirac,
de faire en sorte qu'il en soit ainsi. Toute dernière chose, M. Sarkozy, à votre avis, dans le programme de M. Chirac, que vous allez soutenir maintenant totalement, qu'est-ce qui n'a pas, à votre avis, fonctionné? Non, mais en ce qui nous concerne, le choix entre Lionel Jospin, candidat du Parti socialiste, et Jacques Chirac, nous préférons Jacques Chirac au candidat du Parti socialiste. Quelles sont les idées auxquelles nous sommes attachés? La construction européenne, la politique monétaire, la lutte contre l'exclusion, la décentralisation, la méthode de gouvernement. Il est naturel que le programme, le projet, la méthode, le message politique d'Édouard Balladur se retrouve dans la campagne du deuxième tour. C'est ainsi qu'on pourra dépasser la barre des 50%. Mais je reviens juste une seconde, je vous avais posé la question qui n'était pas celle-là, c'est qu'est-ce qui n'a pas assez bien fonctionné dans la première partie de campagne de M. Chirac, en un mot? Vous savez, moi je n'ai pas jugé, je vois les résultats tels qu'ils sont. Qu'est-ce que vous allez faire pour améliorer? Les résultats, c'est que 20% et un peu plus, ça ne suffit pas à gagner au deuxième tour. Et qu'une campagne de premier tour, c'est une chose, une campagne de deuxième tour, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose pour Lionel Jospin, c'est pas la même chose pour Jacques Chirac. Vous savez, en vous disant ça, j'ai l'impression de dire une évidence. Au deuxième tour, il faut rassembler, et lorsqu'Édouard Balladur rassemble sur son nom 19% pratiquement de suffrages, ils sont bien utiles pour passer à 50%. Merci Nicolas Sarkozy. Il y a Merci. parfois des choses qui vont mieux en le disant. Merci Daniel Bilalian. Je vous propose maintenant d'entendre la réaction d'un homme qui a été très silencieux hier soir, Charles Pasqua, qui était tout à l'heure l'invité du Club de la Presse sur Europe numéro 1. Charles Pasqua a annoncé et confirmé qu'il soutiendrait bien sûr la candidature de Jacques Chirac au second tour. Et il a été interrogé sur le fait de savoir si le score très important réalisé hier par Jean-Marie Le Pen n'était pas le signe de son propre échec en matière d'immigration. Mais pour que je n'échoue pas, il lui fallut une simple chose, c'est que je sois moi-même candidat aux élections. Et vous regrettez de ne pas l'avoir été? Oui, quand je vois ce qui se passe, oui. Vous pensez que vous auriez eu les moyens politiques de faire mieux pense que chacun des deux? Je ne dis pas que j'aurais fait J'ai pas dit mieux que les deux additionnaient. Je sais bien que dans la vie, il faut être ambitieux. Mais ce que je crois en tous les cas, c'est que l'élection présidentielle, on sait bien que c'est une alchimie. C'est un contact direct entre le candidat et le peuple. Vous pouvez faire prendre toutes les mesures que vous voulez. Là, vous pouvez faire voter les lois que vous voulez. Dans la mesure même où ce n'est pas vous qui êtes candidat, le message que vous êtes susceptible de faire passer, il ne passe pas si le candidat ne le reprend pas. Mais est-ce que trois candidats RPR, ça n'aurait pas été un peu trop? Comment? Est-ce que 3 candidats RPR, ça n'aurait pas été un peu trop pour cette élection? Et c'est bien la raison pour laquelle je n'ai pas été candidat, monsieur Julien. Non, mais vous me disiez le regretter. Hein. Non, je pense que s'il y avait eu des primaires, les choses eussent été différentes. Qualifié à l'arraché hier soir, Jacques Chirac va donc devoir rassembler son camp et au-delà, bien sûr. Exercice difficile de grand écart entre Balladurien passablement déçu et le pénistre très remonté. Jacques Chirac qui a téléphoné ce matin, Édouard Balladur, en tout cas repart au combat. Premier meeting dès demain à Orléans. Nous retrouvons en direct du quartier général de Jacques Chirac, Véronique Saint-Olive. Oui, eh bien, Jacques Chirac, en effet, est ici dans son bureau de l'Hôtel de Ville. Aujourd'hui, il a voulu se donner le temps de la réflexion. 24 heures sans déplacement et sans meeting. 24 heures pour analyser les résultats du scrutin et en tirer les enseignements. Ce matin, Jacques Chirac avait donné rendez-vous à ses principaux lieutenants dès 9h30 à son QG de campagne avenue d'Iéna. Une réunion pour préparer le second tour qui a duré 2h30 et n'a pas donné lieu à beaucoup de confidences. Seul Alain Juppé a indiqué qu'il s'agissait de bien faire comprendre sur le terrain que Lionel Jospin à l'Élysée, cela ferait 21 ans de socialisme pour la France. Jacques Chirac, lui, est reparti sans un mot pour l'Hôtel de Ville. Il ne l'a pas quitté depuis. Il travaille seul et consulte par téléphone. Ce soir, on sait pourtant que Jacques Chirac entend rester totalement fidèle au fond de son discours. Il insistera seulement davantage sur des points qui ont été moins développés pendant la campagne, comme l'Europe, la sécurité ou l'immigration. Rien de changé non plus sur la forme, il n'y aura pas de meeting commun et il n'y aura pas de course au ralliement. Dès ce matin, comme vous l'avez dit, Jacques Chirac a téléphoné à Édouard Balladur et il a écrit aussi à tous les parlementaires de la majorité avec comme seul objectif de rassembler, mais sans condition ni préalable. Demain soir, Jacques Chirac sera à Orléans, mercredi à Rennes, samedi à Bagatelle. C'est une course à marche forcée qui ne s'arrêtera pas avant le second tour.
62 députés d'Union centriste qui soutenaient Édouard Balladur ont apporté leur soutien à la candidature de Jacques Chirac. C'est notre devoir pour sortir de 2 septennats socialistes, a précisé Jacques Barrot. D'autre part, Raymond Barre a apporté aussi ce matin son soutien entier à Jacques Chirac. Raymond Barre souhaite que le maire de Paris mobilise les Français sur des objectifs précis d'une politique libérale, sociale et européenne. Avant de développer le reste de cette actualité électorale, nous allons voir quels ont été les fiefs des principaux candidats hier soir. Tout d'abord, Lionel Jospin, qui l'emporte dans 15 régions sur 22. Son score le plus important en Midi-Pyrénées, mais aussi en Bretagne, et particulièrement à Rennes, où Lionel Jospin a obtenu 33% des voix. Reportage Jacques Deveau, Gabriel Camilla. Si Lionel Jospin avait choisi Rennes pour son premier meeting de la campagne électorale, ce n'était pas un hasard. En lui accordant 33% des voix au premier tour des élections présidentielles, la capitale bretonne a confirmé son ancrage à gauche. Bah oui, je le vois arriver. Je le vois arriver premier. Première ville étudiante de l'Ouest, Rennes est une ville à l'activité tertiaire dont la population est proche des idées de gauche. Les Bretons, ils en veulent. Ils veulent du mouvement, tout démarre de la Bretagne. La Révolution, ça démarre de la Bretagne. Parce qu'il y a le centre historique qui est habité en partie quand même par une bourgeoisie rennaise très à droite, mais les quartiers périphériques, nord et sud, sont très populaires. Moi je suis étudiante, c'est difficile à voir, mais c'est vrai que dans le milieu étudiant, souvent les étudiants sont plus gauchistes, plus portés sur la gauche que sur la droite, c'est vrai. Ne me surprend pas compte tenu du fait que la municipalité est tout de même de caractère socialiste, donc la ville également l'est un peu. Depuis 1977, la ville est gérée par un maire socialiste, Edmond Hervé. Une gestion qui n'est sans doute pas étrangère au bon score de Lionel Jospin. Je pense que c'est justement le rôle d'un maire, mais aussi d'un candidat socialiste, de trouver des solutions intéressantes pour tout le monde, pour toutes les catégories de personnes. Et si pour Lionel Jospin rien n'est joué, son score à Rennes est en tout cas de bon augure pour le maire à l'approche des élections municipales. C'est donc le moment de faire le point sur la situation de Lionel Jospin. Arlette Chabot, il est arrivé, c'est assez paradoxal, en tête du premier tour. Visiblement, il a un peu moins de réserve de voix que M. Jacques Chirac et il n'est pas favori du second tour. Oui, si vous voulez, effectivement, il y a un effet psychologique très positif en faveur de Lionel Jospin. Il y a une semaine, on se demandait tout simplement s'il serait qualifié pour le second tour. Là, il arrive en tête du premier tour et il fait un peu oublier aux socialistes la défaite cruelle de l'élection européenne il y a un an. Enfin, Lionel Jospin fait un score comparable à celui, un peu en dessous, de François Mitterrand en 1981, mais c'est vrai qu'il a beaucoup moins de réserve à gauche que ne l'avait François Mitterrand il y a 14 ans. Alors donc maintenant, Lionel Jospin, profitant de cet effet psychologique, devra créer une dynamique et d'abord rassembler à gauche, retrouver les électeurs qui ont voté pour Robert Rue ou Dominique Voynet par exemple, et puis aussi élargir s'il veut l'emporter. Alors on verra donc dans les jours qui viennent s'il infléchit un peu son programme, qui était jusqu'à présent extrêmement prudent, trop prudent par exemple, aux yeux de Robert Rue, et puis si pour élargir, eh bien il donne un signe à d'autres électeurs. Vous avez parlé tout à l'heure de la possible nomination entre guillemets de Jacques Delors poste de Premier ministre s'il était élu. Voilà 2 signes que pourrait donner Lionel Jospin pour relancer la machine et créer une dynamique de second tour. Et ce ne sera pas facile. Robert Rue, précisément, le candidat communiste, avec 8,6% des voix, a fait mieux qu'André Lajoigny en 88, environ 500 000 voix de plus, mais moins bien que le Parti communiste aux législatives de 93, qui avait fait alors 9,18% des voix. En tête du hit parade du vote communiste, la Seine-Saint-Denis. Reportage Jeff Wittenberg, Jean-Louis Melin. Je suis pas mécontent, mais je pensais qu'on aurait fait plus quand même, honnêtement. Ouais. Je voyais entre 11,5 et 12. Ils ne s'en cachent pas, les militants communistes. Même ici, à Bobigny, où avec 24% des voix, Robert Rue coiffe tous ses concurrents sur le poteau, même ici, ils sont un peu déçus du score, disons, convenable de leur candidat. On y a rêvé un peu, c'est vrai qu'on y a cru. Je pense qu'on a été confronté dans les 24 dernières heures au phénomène de vote utile. On a senti dans la campagne qu'on allait progresser. On l'a senti, c'était clair. En plus, les sondages nous aidaient. Aujourd'hui, en tout cas, comme disait Lionel Jospin au début de sa campagne, c'est clair. Il y a un classique duel droite-gauche. Et à l'idée de voter pour le candidat du PS, l'enthousiasme est rare chez les militants chevronnés. On n'est pas propriétaire des voix des gens du quartier. Les gens du quartier, ils ont tranché au premier tour. Et ils trancheront aussi au deuxième tour. Pourquoi voter pour lui?
Pourquoi, je vois pas pourquoi le 23 avril, j'aurais voté pour changer de politique, et le 7 mai pour poursuivre, pour prendre des coups dans la figure. Je me pose les questions. Je ne sais pas. Ça dépendra un petit peu de ce que Jospin dira. Mais il y a d'autres électeurs de Robert Rue, moins respectueux de la ligne du parti. Ceux-là, le 7 juin, n'auront pas d'état d'âme. Moi, je ne veux pas attendre, parce que moi, je veux voter pour M. Jospin, parce que je ne veux pas que la droite passe au gouvernement. Du moment que la gauche emporte, voilà. C'est tout ce qui m'intéresse. Mercredi, le Parti communiste donnera sa consigne officielle en vue du second tour. En vérité, Lionel Jospin doit pouvoir compter sur un bon report des voix de Robert Rue. À gauche, en effet, le réflexe unitaire est une tradition. Alors avec nous en direct du journal L'Humanité, Monsieur Pierre Zarka. Monsieur Zarka, bonsoir. Bonsoir. Alors je vais commencer par une question toute simple. Ce n'est pas une question de journaliste très sophistiqué. À votre avis, Monsieur Jospin peut-il gagner ce second tour? Bien écoutez, vous savez, je ne suis pas un champion des pronostics et donc je ne me lancerai pas dans quelque chose que je trouve hasardeux. Je crois que surtout la question qui se pose aujourd'hui, c'est qu'il y a certainement des millions d'hommes et de femmes, de Français, qui ne voudraient pas qu'on oublie ce qu'ils ont voulu exprimer dimanche dernier. Je trouve dangereux qu'on ne parle aussi peu des salaires, de l'emploi, du fait qu'il faille privilégier l'homme plutôt que l'argent, chose qu'on n'a pas fait pendant 20 ans. Vous souhaitez tout de même qu'il gagne, même si vous ne faites pas de pronostic. Vous savez, bien évidemment, les communistes sont toujours hostiles à la droite pour des raisons qui ne datent pas d'aujourd'hui, qui sont fondamentales. Mais encore une fois, la question qui est posée, c'est est-ce que la vie des gens va commencer à changer? Et de ce point de vue, il me semble que le résultat du Parti communiste au premier tour est quelque chose de positif, parce qu'il connaît un progrès qui fait écho à cette aspiration de changement qui s'est manifestée de différentes manières, d'ailleurs hier. Monsieur Zarka, quelles sont les conditions précises d'un accord avec le candidat socialiste pour ce second tour de l'élection présidentielle? Ça ne se pose pas dans ces termes-là. Je ne crois pas du tout que malheureusement la situation se prête à un accord. Les communistes ce soir et demain soir vont discuter. Vous l'avez dit tout à l'heure, mercredi nous allons prendre notre décision. Il n'y a pas de tractation, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de choses qui se passent dans les couloirs. Chez nous, les choses se font au grand jour. C'est la démocratie. La grande question qui est posée, c'est maintenant de prendre appui sur le résultat du premier tour pour que le monde du travail se fasse respecter. Et il en a davantage les moyens qu'avant. Mais est-ce que vous souhaitez véritablement une candidature, j'allais dire, comme avant, comme auparavant, une candidature d'union de la gauche, Parti communiste, Parti socialiste, ensemble? Écoutez, si vous me dites comme avant, la réponse est certainement non. Parce que c'est le résultat qui compte. Et on voit bien ce que sont devenus les espoirs de 1981. Il ne faut pas avoir la mémoire courte. Si c'est pour se retrouver dans un cycle de slogans et de promesses qui ne sont pas tenues, et voir le chômage s'accroître, les inégalités sociales s'accroître, que la société se transforme en une machine à fabriquer les exclus, non, ça, on ne veut pas recommencer ça, on a assez donné. Et les Français ont assez donné. Ce que nous voulons, c'est du neuf. Et ce neuf, je crois, ne peut venir que des Français eux-mêmes. Ils sont, il me semble, aujourd'hui, plus forts pour se faire entendre, pour continuer leur lutte, pour pouvoir se faire respecter. Je vous remercie. Nous allons maintenant voir la situation électorale dans l'actuelle majorité. Au tableau d'honneur du vote chiracien, hier, la région qui vient largement en tête, c'est bien évidemment le Limousin. Et la ville la plus chiracienne, c'est Saint-Cloud, où, paradoxe, réside Jean-Marie Le Pen. Reportage Olivier Sioux et Jacques Girard. Jacques Chirac en maître dans les terres mêmes où Jean-Marie Le Pen a installé son quartier général. Avec 35% des voix, le maire de Paris arrive en tête à Saint-Cloud. Pourtant, chez ses électeurs, la déception est évidente, l'inquiétude aussi. Je m'attendais à ce qu'il soit premier, donc un petit peu déçu. Mais bon, il fera mieux au second tour. Normalement, on doit l'emporter, mais vous savez, on n'a pas gagné encore. Vu que tous ceux qui ont voté pour Balladur, donc apparemment, vont peut-être avoir la tendance sur Jacques Chirac, je pense qu'il va bien monter. Hein. Du moins, je l'espère. Qu'est-ce que Jacques Chirac doit faire vis-à-vis de Jean-Marie Le Pen? Ah, ça c'est autre chose. Et oui, ça c'est autre chose. Comment rassembler et surtout jusqu'où l'ombre de Jean-Marie Le Pen pèse déjà sur l'entre-deux-tours. Il ne faut pas qu'il aille trop chercher les voix de Le Pen. De Villiers ça va, mais il ne faut pas qu'il commence à faire les arrangements avec Le Pen, quoi. Demander au Front National, c'est toujours un peu dur, mais je pense que bon, le Front National c'est la droite quand même, c'est l'extrême droite. Mais je pense que les gens qui ont voté Le Pen devraient voter M. Chirac au deuxième tour. Il faudra compter avec Le Pen dans l'avenir, surtout pour les élections municipales, je crois que ce sera très important.
Dans l'immédiat, le plus important pour Jacques Chirac, c'est donc de réussir à se préserver d'ici le second tour, sur sa gauche comme sur sa droite. Et c'est à Lyon qu'Édouard Balladur a réalisé son meilleur score, comme nous allons le voir avec ce reportage de Françoise Vallée et d'Olivier Jacquelin. Les résultats lyonnais bouleversent l'ordre national. Ici, le Premier ministre arrive en tête devant Lionel Jospin et en troisième position seulement, Jacques Chirac. Pourtant, pas de grande surprise. Lyon reste à droite, mais modéré. C'est dans la coutume un peu, c'est notre façon de voter. Chirac veut commander à Lyon. Mais non, à Lyon on est comme ça depuis 200 ans, on n'aime pas être commandé par les Parisiens. C'est comme ça. Et les consignes des élus n'ont rien changé. Pas d'effet million à Lyon, pourtant le président de la région soutenait Jacques Chirac. L'électorat centriste, libéral, a toujours été légèrement dominant sur la ville de Lyon. Mais j'estime que l'écart n'est pas significatif pour en tirer des conclusions politiques et électorales. Politiquement, Lyon est plutôt UDF, de manière historique, que RPR. Alors, comme Raymond Barre en 88, Édouard Balladur a profité de cette tradition. Et une fois de plus, la rivalité Paris-Lyon a joué. À Lyon, on joue très facilement du clivage Paris-Lyon. Alors quand le courant gaulliste est représenté par le maire de Paris, il est évident que cela fonctionne assez facilement. Hein. Édouard Balladur vient justement d'apporter son soutien au maire de Paris pour le deuxième tour. Reste à savoir si les Lyonnais vont l'écouter. Alors tout à l'heure nous parlions de M. Lionel Jospin, premier du premier tour, mais pas forcément favori du second tour. Pour ce qui concerne M. Jacques Chirac, Arlette Chabot, il est second, mais tout de même favori du second tour, à condition de pouvoir rassembler ces fameuses droites qui se sont annoncées hier. Oui, c'est ça. Jacques Chirac n'a sans doute pas réussi le score qu'il espérait. Son message sur la fracture sociale est bien passé, mais en revanche, il n'a peut-être pas su assez convaincre les électeurs que ces solutions étaient les bonnes. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de réserves, c'est l'inverse effectivement de M. Jospin à droite, mais donc dans les jours qui viennent, Jacques Chirac devra rassembler ce qu'il est convenu maintenant effectivement d'appeler un peu les trois droites, la sienne, gaulliste, la droite modérée conduite par Édouard Balladur, et vous avez entendu tout à l'heure Nicolas Sarkozy poser non pas quelques conditions, mais mettre quelques idées en avant, et puis aussi rassembler le maximum d'électeurs qui a voté pour cette droite extrême, qui, si l'on ajoute les électeurs de M. Le Pen et Villiers, fait presque autant que ses propres électeurs à lui. Donc des gens qui ont des idées tout à fait différentes sur l'Europe, par exemple. Alors, M. Chirac gardera-t-il le cap du premier tour de sa campagne, les orientations un peu vers la gauche, disons, comme on disait un peu pour schématiser, ou bien reprendra-t-il en considération quelques idées un peu plus fortes sur l'immigration ou la sécurité développée par Jean-Marie Le Pen pour rassembler? Lui aussi doit donc rassembler et créer cette dynamique pour gagner ce second tour dont effectivement il est le favori. L'un des événements clés de ce premier tour, c'est bien évidemment le score réalisé hier par Jean-Marie Le Pen, 15%, le meilleur depuis la fondation du Front National. Pour mémoire, je vous rappelle que ce mouvement 74 avait obtenu 0,7%. Cet électorat est bien évidemment extrêmement courtisé. Jean-Marie Le Pen donnera ses consignes précises lors du défilé du 1er mai à l'occasion de la fête de Jeanne d'Arc. Tout au long du premier tour de la campagne, il a critiqué très violemment dans ses meetings Jacques Chirac et aujourd'hui, il a qualifié de respectable Lionel Jospin. Le candidat du Front National a fait un véritable tabac en Alsace où le Front National est désormais la première force politique du pays. Reportage Christine Boss, Sylvain Gauthier. Chez Raymond, on ne cache pas son jeu. Entre deux bières, on joue carte sur table, question conviction. Le raz-de-marée lepéniste sur l'Alsace et en particulier sur Mulhouse, il s'en félicite sans détour et sans fioriture. Mulhouse, ça devient une ville d'étrangers. Et là, on a comme ça. Agression, vol, tout ce que vous voulez, en permanence. Toujours pareil, hein. À l'intérieur, ils sont peinards quand il n'y a pas d'étrangers, forcément. On ne vote pas Le Pen, on vote Le Pen. Parce que lui, il a dit qu'il faut faire une petite purification. Ma foi, on ne pourra jamais le faire, on le sait d'avance. Hein. Et alors, pourquoi vous votez Le Pen? Quand même un peu mieux, hein. C'est tout, c'est pour ça. Hein. C'est plutôt une vote contestataire, hein, si vous voulez. Hein. De toute façon, des émigrés, des gens qui travaillent, il n'y a pas de problème. Mais ces gens qui ne travaillent pas. Ils reçoivent de la ville de Mulhouse, ils reçoivent tout. Et puis, il y a des gens qui bossent, ils n'ont rien du tout. Et puis, dans l'ensemble, on va voir ce qui va se passer pour le prochain vote pour le municipal.
N'en déplaise à Raymond, si le Front National est aujourd'hui la première force politique en Alsace avec un électeur sur 4, son score mulhousien est le même qu'en 1988. Il faut dire qu'ici, de nombreux clignotants sont au rouge depuis longtemps. Dans certains quartiers, le taux de chômeurs et d'immigrés est supérieur à 20%, la délinquance en progression. Un terrain de prédilection pour le parti de Jean-Marie Le Pen, qui rêve tout haut de s'installer à la mairie de Mulhouse. Mais aujourd'hui, le phénomène Le Pen en Alsace n'est plus simplement urbain. Au contraire, il réalise ses meilleurs scores dans les communes rurales. Jean-Marie Le Pen a réuni son bureau politique cet après-midi pour analyser ce score record. État-major en conclave, un reportage Christophe Tortora. Quand on est la vice-présidente du Front National, au lendemain du premier tour où Jean-Marie Le Pen réalise 15,1% des suffrages, on pavoise. C'est un très bon score. C'est le meilleur score qu'on ait fait depuis très longtemps. Le président Le Pen a été reconnu comme avoir fait une des meilleures campagnes comme candidat à la présidentielle. Quand on est délégué général, au lendemain du premier tour, on ne parle pas encore du deuxième et entre Chirac et Jospin, on n'a pas encore choisi. On va voir, c'est pas le moment encore. Hein. C'est pas le moment de choisir, bah si, pourtant il va falloir les voter. Dans une semaine, on va d'abord les écouter. Quand on n'est qu'un simple membre du bureau politique, on est plus bavard. Pour le moment, c'est vrai que c'est Jospin qui, tout en étant deux frères jumeaux dans le cas d'espèce, c'est Jospin au moins sur le plan du rééquilibrage institutionnel qui propose la proportionnelle, qui est déjà un point sain, quoi. Je dirais qu'il a au moins, de façon millimétrée, un petit avantage. Ceci étant, Dieu, d'ici le 7 mai, peut éclairer Jacques Chirac. La grâce, vous savez, dans les synodes, arrive à tomber, quoi. Mais quand on est au Front National, on doit attendre que le président se soit prononcé. Et pour l'instant, le président goûte au plaisir de se faire désirer. Monsieur Jean-Marie Le Pen, bonsoir. Monsieur Le Pen ? Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Le Pen. Merci d'avoir accepté notre invitation. On vous prête une phrase aujourd'hui, Monsieur Jean-Marie Le Pen, qui serait la suivante. Monsieur Jospin est un homme responsable. Est-ce que ça veut dire qu'il a votre préférence? Non, ça ne veut pas dire ça. C'est un jugement de valeur sur un candidat qui, à mon avis, dans sa campagne électorale, a observé un certain nombre de règles, une certaine tenue. Est-ce que ça veut dire, comme M. Balladur, qu'il ne vous a pas attaqué précisément, et à la différence de M. Chirac, qui ne veut pas entendre parler de vous? Oui, c'est un critère, bien évidemment, n'est-ce pas? C'est un critère d'ailleurs qui est beaucoup moins personnel que collectif. Il est sûr que la manière dont agissent Jacques Chirac et son parti, les attaques délibérées, très violentes auxquelles se sont livrés ces lieutenants hier, par exemple, après l'annonce des résultats, M. Juppé, M. Séguin, aujourd'hui encore, M. Lelouch, M. Balkany, etc. Et tous ces gens-là agissent en chevaux légers, en recruteurs de M. Jospin. Et c'est vraiment tout à fait étonnant, d'ailleurs. Alors, Monsieur Jean-Marie Le Pen, est-ce qu'avec plus de 15% des suffrages, vous allez changer de tactique chaque fois lors d'une élection présidentielle à laquelle vous êtes présent? Vous dites, j'attends le 1er mai, fête de Jeanne d'Arc pour me prononcer. Alors, est-ce que cette fois-ci, vous allez agir différemment? Choisir un homme, choisir un programme, changer? Non, mais moi, je respecte les règles des élections à deux tours. Elles ont leur philosophie propre. Et au deuxième tour, les candidats qui sont sélectionnés par le premier tour font connaître leur programme de rassemblement, puisque M. Chirac a 20% des voix, M. Jospin 23%. Ils ont donc besoin de l'un au moins de 31% de voix supplémentaires et l'autre d'un petit peu moins. Par conséquent, ils vont devoir faire un gros effort pour essayer d'élargir leur plateforme vers des électeurs susceptibles de leur apporter leur suffrage. Alors, vous connaissant M. Le Pen, est-ce que c'est un homme qui va vous décider ou est-ce que c'est un programme, et qu'allez-vous réclamer aux différents candidats, aux deux candidats en présence? L'homme, je le connais, je le sais très versatile, je le sais tout à fait capable de faire beaucoup de promesses en période électorale, et dans ce domaine-là, je serai et nous serons extrêmement vigilants. Mais et puis nous connaissons son parcours politique, nous savons quelles ont été ses responsabilités, souvent écrasantes, dans le domaine de l'immigration, dans toute une série de domaines, les retournements relativement à l'Europe, etc. Et il est bien évident que nous allons attendre cette semaine, avant le 1er mai, pour voir si M. Chirac ou M. Jospin sont capables de modifier
leur plateforme personnelle. En l'occurrence pour nous, nous ne voyons pas très bien la différence qu'il y a entre l'un et l'autre. Ce sont l'un et l'autre des sociaux-démocrates, pratiquement en accord sur tout, et en particulier sur des points que nous combattons, comme l'Europe de Maastricht, de Schengen, comme le GATT, la PAC, la monnaie unique, donc, etc. Monsieur Le Pen, s'il y a une modification dans ces domaines-là, eh bien nous verrons bien, et je prendrai mes responsabilités. En tout cas, ça pourrait être ni l'un ni l'autre. Ce pourrait être aussi bien ni l'un ni l'autre, parce que la vie de la France ne va pas s'arrêter à cette consultation électorale, dont on voit bien d'ailleurs que sa dimension est restreinte et qu'elle n'aura pas les effets de renouveau ou de renaissance que beaucoup de Français en attendaient, et surtout si on avait pu assister à un débat entre l'option euromondialiste, quel qu'en soit son représentant, M. Chirac, M. Jospin ou M. Balladur, et une option nationale dont j'étais en quelque sorte le porte-drapeau et le porte-parole. Je vous remercie, Monsieur Le Pen. Monsieur Alain Juppé, vous avez déjà, dès hier soir, puisque nous prenons la parole après Monsieur Le Pen, dit définitivement non, au nom de Monsieur Jacques Chirac et sans prendre de risque, non à Monsieur Le Pen et à une quelconque discussion avec lui. Une question qui est tranchée depuis longtemps. D'ailleurs, M. Le Pen a fait son choix, on vient de le voir. Il a pour Jacques Chirac de la haine, c'est clair. Il a de la considération pour M. Jospin. Mais le problème n'est pas là, parce que l'élection présidentielle, on l'a dit, répété, je crois qu'il faut le redire, ça ne se passe pas dans des combinaisons ou des tractations de partis politiques ou d'état-major, ça se passe sur le terrain. Vous savez, un de mes plus grands sujets de satisfaction dans cette élection, c'est de voir que dans le 18e arrondissement de Paris, dont je suis l'élu, M. Le Pen, encore aujourd'hui, a reculé de 5 points par rapport à la dernière élection. Pourquoi? Parce que nous avons fait sur le terrain une politique intelligente, je crois pouvoir le dire, d'intégration dans un quartier pourtant extraordinairement sensible qu'est la Goutte d'Or. Donc il faut traiter les vrais problèmes, répondre aux préoccupations des électrices et des électeurs, et à ce moment-là, les votes changent. Alors on va parler de la campagne du second tour de M. Chirac et des thèmes qu'il va développer, mais avant cela, tout à l'heure M. Sarkozy disait, d'une certaine façon, nous sommes ralliés autour de M. Chirac, pas de problème, ça s'est fait dès hier soir. Cela dit, il va falloir compter avec nous et compter avec les partisans de M. Balladur parce que nous sommes très près. Ça veut dire quoi, à votre avis? J'ai écouté Nicolas Sarkozy qui a dit « Nous soutenons Jacques Chirac sans condition ». J'ai écouté M. Balladur qui, dès hier soir, a indiqué qu'il soutenait Jacques Chirac sans condition. Vous avez entendu aussi, il faudra compter avec nous. Il faut compter avec tout le monde, bien entendu. Et puis je vous fais remarquer que ce qu'on appelle depuis hier soir les Chiraciens et les Balladuriens, ça fait, si j'ai bien compté, 39% des voix. C'est-à-dire beaucoup plus que Monsieur Jospin, je le signale au passage. Eh bien, pour faire 50%, et un peu plus, j'espère, il faut très largement rassembler. Donc il faut sortir de cette catégorie ou de ces catégories de partis politiques. Il faut s'adresser à l'ensemble des Français. Et c'est ce que Jacques Chirac doit faire aujourd'hui. Non pas, comme je l'ai entendu dire ici ou là, en infléchissant son projet. Il y croit. Il ne l'infléchira pas, mais sans doute en le développant. Parce que ce qui m'a frappé, c'est que dans la campagne du premier tour, il y a des thèmes qui ont beaucoup accroché. Je crois qu'on le disait tout à l'heure, la fracture sociale ou la stratégie pour l'emploi. Il y en a d'autres qui étaient présents dans la campagne de Jacques Chirac et qui n'ont pas retenu l'attention pour différentes raisons, peut-être par notre faute d'ailleurs. Je pense à l'Europe. Souvenez-vous du discours de Jacques Chirac sur l'Europe. Dans les 48 heures qui est suivi, beaucoup de supporters d'Edouard Balladur avaient rendu hommage à ce discours, ce qui me fait dire qu'il n'y a pas de problème. Et puis, un autre thème très fort également dans le message de Jacques Chirac, mais peut-être passé un peu sous silence, c'est celui de la réforme de l'État. Nous avons besoin d'un État plus impartial, plus efficace, plus rigoureux. C'est un thème à développer. Alors, M. Chirac avait voulu aussi accrocher dans ce premier tour, et ce n'est pas du tout péjoratif dans ma bouche, l'électorat de gauche. Il semblait, d'après les sondages dont beaucoup les contestent, qu'il avait accroché une partie de l'électorat de gauche, et puis hier soir, on ne l'a pas retrouvé. À votre avis, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Qu'a-t-il oublié dans ce domaine? Est-ce qu'il n'a pas suffisamment parlé de l'immigration? Est-ce qu'il n'a pas suffisamment parlé du chômage? Est-ce qu'il n'a pas donné les bonnes orientations, en tout cas celles que des Français attendent? D'abord, moi je n'ai jamais entendu dire à Jacques Chirac ou par Jacques Chirac qu'il visait l'électorat de gauche. Je vais même entendu dire le contraire. Enfin, je m'entends. Il a dit « Je souhaite m'élever au-dessus du clivage traditionnel entre la droite et la gauche ». Et c'est cette tonalité qu'il gardera dans la campagne du second tour. Ce qui n'a pas marché. Il y avait quand même une inflexion. Pas marché par rapport à quoi? Par rapport à l'électorat? Non, par rapport à quoi? Parce que je voudrais bien relativiser ces commentaires. Par rapport à des sondages qui créditaient Jacques Chirac de 23 à 24% des voix.
C'est ça la réalité. Mais ces sondages viennent faire la démonstration qu'ils ne reflétaient pas exactement Cela dit, vous aviez une idée derrière la tête. C'était pas simplement un programme économique, il y avait du social, puisque M. Chirac a été le premier à relancer l'idée qu'il fallait augmenter les salaires quand on pouvait. Bien, on va continuer à dire cela parce que c'est la vérité, c'est notre conviction. Le premier tour de l'élection présidentielle a fonctionné un peu comme une primaire. Bon. Le choix est fait, il est clair, on a choisi le changement et non pas la continuité. Il faut maintenant que ce discours soit développé et je crois que la rapidité avec laquelle Lionel Jospin s'est empressé de confisquer ce thème du changement, en disant le changement c'est moi, dénote un certain manque d'imagination, si je puis dire. Comment peut-on convaincre avec le Parti socialiste qui entoure Lionel Jospin, qui n'a pas changé, avec les idées de Lionel Jospin qui n'ont pas changé. On nous parle encore des 37 heures, c'est plus les 35, je le reconnais volontiers par rapport à 81, c'est un peu plus, 37, mais c'est la même philosophie. Il y a une quantité de travail limitée, on ne peut pas l'augmenter, et donc on essaye de la distribuer autrement. C'est la vision des années 81. Comment peut-on nous faire croire que c'est ça le changement? En réalité, ce serait un troisième septennat socialiste, et ça je suis persuadé que les Français n'en veulent pas. M. Jacques Chirac ne présentera un programme de second tour qui serait le changement du changement du changement, puisqu'on est déjà Qui peut imaginer cela? Il présentera le même projet parce que c'est sa conviction, tout en développant un certain nombre d'idées qui étaient déjà dans ce projet, sur lesquelles il faut mettre sans doute davantage de projecteurs. Très rapidement, Monsieur Juppé, une lettre de réconciliation de tous les députés RPR, Balladur, Chirac est partie aujourd'hui pour que le mouvement soit vraiment uni au second tour. Et je vais vous dire, rien n'est joué. Et vous avez peur d'une éventuelle défaite? Je ne suis pas dans une situation de peur, je suis dans une situation de confiance. Non, je ne suis pas inquiet, simplement je suis lucide et réaliste et pas triomphaliste, parce que quand on nous dit c'est 60-40 ou c'est 57-43, ça n'a aucun sens. Il faut faire campagne, mais je suis confiant parce que la mayonnaise est en train de prendre. Aujourd'hui, dans tous les départements, ou dans presque tous les départements, les comités de soutien à Jacques Chirac et les comités de soutien à Édouard Balladur se sont rapprochés. Vous avez d'ailleurs, au cours du journal, donné la liste de tous les parlementaires qui avaient soutenu Édouard Balladur au premier tour et qui maintenant soutiennent avec rapidité et sans ambiguïté Jacques Chirac. Donc le mouvement est amorcé, il nous faut maintenant développer cette dynamique d'ici le deuxième tour. Je vous remercie, M. Juppé. Je vois que vous avez utilisé un sondage dont on a dit beaucoup de mal hier. Ah, je l'ai utilisé, mais sans le faire mien, au contraire, en manifestant le plus grand scepticisme. Si on pouvait faire, je sais bien que c'est un vœu pieux, mais enfin, parfois, on peut se faire plaisir et faire des vœux pieux. Si on pouvait faire un petit moratoire des sondages pendant quelques jours, ça redonnerait sans doute de la crédibilité à cet exercice qui en a pris un sacré coup depuis quelque temps. Je vous remercie. Nous allons revenir sur cette polémique dans un instant. Avant de poursuivre ce débat, nous pouvons évoquer ce que l'on appelle à tort ou à raison les petits candidats. L'une des grandes perdantes du scrutin d'hier soir, c'est Dominique Voynet, bien que seule candidate écologiste. Elle a en effet obtenu 150 000 voix de moins qu'Antoine Wechter en 88 et elle ne dépasse la barre des 5% seulement dans son propre département du Jura. Reportage José Blanc-Lapierre et Philippe Montoisy. Ménager la chèvre et le chou, cela ne lui a pas réussi à Dominique Voynet. Autrement dit, vouloir rassembler la gauche alternative et les écologistes. Aujourd'hui, avec un score de 3,32%, elle fait moins que Brice Lalonde en 1981 et Antoine Wechter en 88 qui avait frôlé les 4%. Pour le second tour, pas de conseil à ses électeurs, mais un appel du pied à l'égard de Lionel Jospin. Je n'ai pas l'intention, moi, de donner de consignes. J'ai en revanche l'intention de faire savoir très clairement aux Françaises et aux Français les engagements que le candidat socialiste aura été capable de prendre. Et évidemment, l'opinion que j'en ai. Malgré son petit score, Dominique Voynet estime que Lionel Jospin aura besoin de ses voix. Elle attend donc qu'il s'engage, notamment sur Superphénix, les 35 heures et l'abrogation des lois Pasqua. La deuxième candidate de ce premier tour, au contraire, a fait une très bonne performance, Arlette Laguillet pour Lutte ouvrière. Pour sa 4e tentative, elle a pratiquement doublé son score habituel. Elle a en effet séduit 1 600 000 électeurs et comme elle dépasse la barre des 5%, eh bien cette fois, elle sera remboursée de tous ses frais de campagne et ce n'est pas du tout négligeable. Et c'est beaucoup plus important sur le plan politique. Arlette Laguillet a annoncé aujourd'hui son intention de créer prochainement un très grand parti politique. Reportage Michael Darmon, Marcel Martin. Ah, les gens de mon immeuble, je fais confiance, d'accord.
À l'aube du deuxième tour, Arlette Laguiller savoure son résultat. Entre deux séances photos, la candidate de lutte ouvrière s'accorde quelques heures de repos pour dépouiller la presse et son scrutin. Pas d'effervescence particulière à la permanence rue d'Hauteville, mais des concertations ont commencé dès cet après-midi. 5,34% des voix pour lutte ouvrière, un capital qu'Arlette Laguiller s'autorise pour une fois à faire fructifier. Il va y avoir tout un travail pour discuter avec ces gens-là, mieux leur faire connaître nos idées et tenter de créer le parti qui manque pour la classe ouvrière, un parti qui défendrait réellement les intérêts des travailleurs, des chômeurs, des pauvres. Dans quelques jours, Arlette Laguiller pourrait tenir de nouvelles réunions publiques. En attendant, elle reprend son travail à la banque dès demain. Martine Aubry, bonsoir. Nous allons, comme nous venons de le faire avec M. Alain Juppé, essayer de voir quel va être le débat, quel va être le programme de M. Jospin pour ce second tour. Tout à l'heure, on a interrogé M. Pierre Zarcal, représentant du Parti communiste. Je ne sais pas quelle est l'expression employée. Il n'avait pas l'air emballé par une éventuelle victoire de M. Lionel Jospin. Je pense j'ai trouvé un peu timoré. Oui, moi j'ai entendu ce qu'il a dit. Je pense qu'il n'a pas eu totalement le temps de lire le programme de Lionel Jospin. Et c'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion, lors du premier tour, de beaucoup avoir le vrai débat de la présidentielle, c'est-à-dire celui d'un choix de société. Monsieur Zarka a dit on ne connaît pas la position de Lionel Jospin sur les salaires. C'est pourtant le premier qui a dit qu'aujourd'hui, il était possible, dans la plupart des entreprises, d'augmenter les salaires. Il a dit je ne sais pas ce qu'il veut faire contre l'exclusion. Eh bien on lui dira qu'on veut réformer la fiscalité pour moins pénaliser le travail, qu'on veut réduire la durée du travail, qu'on veut créer des centaines de milliers d'emplois dans les emplois de service. Et je suis convaincue que beaucoup des électeurs qui attendent aujourd'hui une autre société, plus juste, plus solidaire, qui réponde à leurs problèmes, verront dans ce vrai débat qui va commencer, parce que finalement la campagne va vraiment commencer, que Lionel Jospin apporte les réponses les plus crédibles et peut-être les plus fortes. Est-ce que vous pensez, vous, Madame Martine Aubry, que l'on peut envisager aujourd'hui, comme dans le temps, une candidature de l'Union de la gauche, très classique, socialiste, communiste? Je crois qu'on n'en est pas à ce genre de choses. Je crois que Lionel Jospin a dit dès le départ qu'il s'adressait à tous les Français. Il a dit dès le départ qu'il voulait faire de la politique différemment, plus près des gens, avoir le courage de dire un certain nombre de choses. Il a aussi besoin de voix, monsieur Jospin. Oui, mais les voix, vous savez, aujourd'hui, ce que ne veulent plus les Français, justement, c'est de la politique faite au niveau des appareils. Ce qu'ils veulent, c'est voter pour un homme en qui ils ont confiance, qui a une morale et qui a une éthique, et ça, tout le monde la reconnaît, et qui est capable d'ouvrir avec audace des nouvelles voies. Je crois que c'est ce que Lionel Jospin a fait avec courage. On lui a même reproché d'être trop rigoureux. Eh bien, je crois que malgré les grandes difficultés à passer derrière les invectives entre Jacques Chirac et Édouard Balladur, ce que les Français ont voulu montrer hier, c'est que beaucoup d'entre eux avaient déjà remarqué que le programme de Lionel Jospin était à la fois le plus fort et le plus crédible. Alors, à votre avis, je sais que ce n'est pas toujours facile pour une femme ou un homme politique de reconnaître ses torts, mais il y a eu plus de 40% de votes aux extrêmes, que ce soit à droite ou à gauche. À votre avis, qu'est-ce que les principaux candidats, que ce soit M. Balladur, M. Chirac, M. Jospin, ont oublié dans cette première partie de campagne? Est-ce que ça n'est pas l'immigration, ou est-ce qu'ils ont mal parlé du chômage, ou de façon pas assez proche des Français? Moi, je crois tout simplement que c'est le grand désarroi de beaucoup de Français, à la fois vis-à-vis des problèmes, le chômage, l'exclusion, et vis-à-vis de la façon dont les partis politiques traditionnels ont fait de la politique depuis des années. Et puis, comme on n'a pas pu avoir ce vrai débat, les gens n'ont pas écouté les réponses. Or, Lionel Jospin, aujourd'hui, justement, il dit « je veux faire de la politique différemment ». Par exemple, je supprime le cumul des mandats parce que je veux qu'il y ait des gens nouveaux qui rentrent en politique. Par exemple, je sais que je ne ferai plus bouger la société uniquement par le haut, mais que j'ai besoin de tous ceux qui, dans les associations, dans les syndicats, partagent mes valeurs et veulent faire bouger les choses. Je pense que ça, les Français n'ont pas eu l'occasion de beaucoup l'entendre. Mais quand on a plus de 15 points au parti du Front National, est-ce qu'on ne doit pas dire quelque chose d'important, de précis sur l'immigration, par exemple? Je reviens toujours à la phrase de M. Fabius. M. Le Pen pose parfois de bonnes questions, mais les réponses ne sont pas forcément les bonnes. Vous savez, je crois que Lionel Jospin a eu raison. Il est resté lui-même depuis le début et lui ne va pas avoir à changer dans cette deuxième partie. Sur l'immigration, la gauche a toujours dit la même chose depuis 10 ans. Nous savons tous, et il n'y a pas un homme politique dans ce pays qui ne sait pas qu'il faut limiter les flux migratoires. Nous l'avons fait, nous n'avons pas attendu la droite ou qui que ce soit. Mais nous savons aussi que jamais nous ne montrerons les étrangers comme des boucs émissaires. Que l'intégration de ceux qui sont sur notre territoire légalement doit se faire à la même hauteur
hauteur que les autres Français, par l'école, par la santé, par le logement. Et ça, personne ne nous fera dire le contraire. Et moi, je suis convaincue d'ailleurs que ces Français qui ont voté aux extrêmes, ce qu'ils attendent, c'est d'abord des réponses, certains l'ont dit tout à l'heure, à l'exclusion, au chômage. Ils veulent qu'il y ait une place pour tous dans notre pays. Et ça va vrai que les apparaître Français... dans la deuxième partie de la campagne. Mais oui, parce qu'on va enfin parler des vrais problèmes. Autre chose, sur le problème des salaires, M. Chirac, il en a l'antériorité, je crois, tout de même dans la campagne, a commencé à parler d'augmentation de salaire selon les possibilités des entreprises. M. Jospin a repris le même thème. Est-ce que vous ne croyez pas, par exemple, que sur ce thème-là, il y a un risque de surenchère entre les deux, à celui qui offrira le plus pendant la campagne? Enfin, de la part de M. Chirac, tout est possible. Comme le disait si bien M. Sarkozy, il nous raconte des fariboles, ce n'est que démagogie. Du côté de Lionel Jospin, il restera ce qu'il est, c'est-à-dire qu'il a le courage de dire ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Je voudrais quand même dire que Jacques Chirac nous dit qu'il faut augmenter les salaires réels sans augmenter le coût du travail pour les entreprises. Ce qu'il veut dire qu'il veut baisser les cotisations sociales et donc mettre en péril la sécurité sociale. Lionel Jospin, lui, a le courage de dire qu'il va falloir faire en sorte que les dépenses maladie soient mieux organisées dans ce pays, ce que ne dit pas Jacques Chirac, car nous voulons défendre la sécurité sociale tout en défendant le pouvoir d'achat et la consommation. Mais je crois que surtout, Jacques Chirac va devoir répondre enfin à des questions. Il ne nous a parlé que d'exclusion, de chômage, de fracture. C'est vrai qu'il venait de les découvrir, donc il en parle beaucoup. Mais on ne demande pas à un homme politique de décrire la situation du pays, on lui demande d'apporter des réponses. Il va falloir qu'il nous dise si, par exemple, sur le logement, il renonce au budget 95 de M. Balladur qui divise par 2 les crédits de logements sociaux. S'il est d'accord pour réintégrer la disposition de la loi Besson qui imposait à toutes les villes qui n'avaient pas suffisamment de logements sociaux d'en construire. Il va falloir que sur le chômage, il nous dise aussi s'il a d'autres réponses que sa prime pour l'embauche des chômeurs de longue durée. Alors ce débat-là, nous l'attendons. Nous souhaitons aussi qu'il nous dise s'il veut augmenter les impôts et si oui, lesquels. Car si j'ai bien compris, il souhaite augmenter la TVA qui est particulièrement injuste. Nous attendons toutes ces réponses que Lionel Jospin, lui, a déjà données. Ces réponses, nous l'aurons peut-être dans ce fameux débat du 2 mai, donc, qui va être organisé sur les chaînes de télévision en France. Dernière chose, en un mot, Monsieur Jospin a fait un bon premier tour. Est-ce que vous croyez véritablement à ses chances au second tour? Est-ce que c'est déjà très bien comme ça qu'il soit au second tour? Non, tout est possible. C'est un formidable espoir. Pour qui? Pas seulement pour les socialistes, non. Pour tous les Français qui n'acceptent pas cette France repliée sur elle-même, de plus en plus dure, de plus en plus lourde à supporter pour beaucoup de gens. Et là, ça dépasse très très largement ce que nous représentons. Et je crois que c'est aussi cette nouvelle façon de faire de la politique qui va amener beaucoup de gens à s'intéresser à Lionel Jospin, à ses propositions et à voter pour lui. Je vous remercie, Martine Aubry. Alors, Alain Duhamel, on ne se quitte pas depuis hier. À vous la lourde tâche maintenant de nous résumer un petit peu tout ce qu'on a entendu depuis hier soir, ce soir encore, sur la situation politique à la veille, donc au démarrage de ce deuxième tour entre messieurs Jospin et Jacques Chirac. Je dirais que s'il y a une constatation à faire depuis hier, justement, c'est sûrement que la politique, les choix des électeurs ne se réduisent en aucun cas à des additions arithmétiques, mais qu'il faut en permanence y faire la part de la psychologie individuelle et surtout de l'état de la société. Et que le vote qu'on a eu hier et le vote qu'on aura dans maintenant une douzaine de jours, c'est d'abord un reflet de l'état de la société à un moment donné, avec ses inquiétudes, avec ses espérances, et aussi avec les questions auxquelles elle souhaiterait entendre des réponses pendant les jours qui nous restent. Ça, c'est la première chose. À partir de ça, je crois qu'il y a 3 critères principaux qui permettent d'évaluer le rapport des forces. Le premier, Arlette Chabot l'a dit à plusieurs reprises ce soir, le premier, c'est celui de la capacité de rassemblement de chacun des 2 candidats. De ce point de vue, il y a une inégalité arithmétique en ce moment, mais il y a aussi une inégalité en matière de dynamique. Il y a eu une dynamique Jospin au premier tour. Jacques Chirac a bénéficié déjà de beaucoup de ralliements, mais de son côté, Lionel Jospin en a obtenu un certain nombre et il y en aura d'autres. Donc la capacité de rassemblement avec les appareils auprès des électeurs, mais surtout en fonction des thèmes qui seront mis en avant. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est tout simplement la stature personnelle. L'élection d'un président de la République, c'est aussi un acte de confiance dans un homme. Et de ce point de vue, on a affaire à 2 candidats qui ont tous les 2 une expérience. Celle de Jacques Chirac est très importante. Il a été 2 fois Premier ministre, il a dirigé son propre parti. Celle de Lionel Jospin n'est pas nulle. Il a été pendant 7 ans le premier secrétaire du Parti socialiste, qui était à l'époque le premier parti de France. Et en même temps, il a été ministre d'État pendant 3 années, assez marquant. Bon, donc l'un et l'autre ont des qualités. Ils ont aussi des qualités d'expression, de débatteurs. Ce sont l'un comme l'autre de bons débatteurs. Et je dirais que sur ce point,
Les Français, au fond, chercheront vraisemblablement... D'abord, les Français ont leur opinion très précise sur des hommes qu'ils connaissent depuis longtemps. Et ils chercheront vraisemblablement, dans les jours qui viennent, beaucoup plus à confirmer l'idée que chacun a, et sur Jacques Chirac, et sur Lionel Jospin, qu'à en changer. Et puis, il y a inévitablement, en dehors de la capacité de rassemblement et de l'envergure personnelle, il y a évidemment un troisième critère, et on le voit bien en ce moment surtout, qui est la capacité à incarner une forme de changement. Alors Jacques Chirac en avait fait le thème de sa première campagne, celle d'avant le premier tour. Lionel Jospin explique que le vrai changement, c'est lui. Ils vont forcément débattre profondément sur cette question, et ce sera au fond celui qui, à l'issue de ce débat d'une dizaine de jours, aura été capable de remplacer au maximum, les peurs des Français par un peu d'espérance qui, à ce moment-là, vraisemblablement, sera le mieux placé pour l'emporter. Merci Alain Duhamel. Juste un mot avant de repasser la parole à Bruno Mazure. Si nous avons ce soir, comme nous n'avons pas l'habitude, interrogé les femmes et les hommes politiques les uns derrière les autres, c'est qu'ils n'avaient pas souhaité véritablement débattre, mais exposer leur point de vue devant nous ce soir. On y a fait allusion tout à l'heure, une fois n'est pas coutume, le début des soirées télévisées électorales hier a été largement consacré à un débat sur les sondages. Et les sondeurs ont passé plutôt un mauvais quart d'heure. Marie-Hélène Bonneau. C'est que c'est une formidable défaite pour les instituts de sondage. Et ils sont au banc des accusés. En donnant ces derniers jours Jacques Chirac largement premier, ils se sont tous trompés. Ils avaient raison pour les deux finalistes, mais aucun n'avait placé Lionel Jospin en tête. À droite comme à gauche, les instituts de sondage sont sur la sellette et critiquent toujours à la parution des intentions de vote des Français au second tour. Des indications sur ce que donnaient les résultats sortis des bureaux de vote. Ces résultats n'ont absolument rien à voir avec les résultats de ce soir. Je trouve qu'il est inconvenant de prétendre donner des estimations de second tour alors même qu'on n'a pas fini de dépouiller, à l'heure qu'il est, les bulletins du premier. C'est tout. Pendant la campagne, aucun institut de sondage n'a su évaluer réellement le vote final des Français. Pour les spécialistes, le sondage n'est qu'un instrument de mesure et pas d'avantage. Le caractère scientifique du sondage, ça n'est pas d'être un instrument parfait. Le caractère scientifique du sondage, c'est d'offrir un certain nombre de garanties sur le plan de l'usage des méthodes statistiques, mais c'est aussi de les interpréter avec prudence, avec les marges d'erreur nécessaires. Pour les politologues, les sondages restent marginaux. 5% seulement des électeurs se disent influencés par les enquêtes d'opinion. Celles-ci ne peuvent, et pour cause, prendre en compte le vote des indécis. Il y a environ presque 30% de Français qui se sont décidés véritablement dans les tout derniers jours. Donc ce ne sont pas d'une certaine manière les sondages qui se sont trompés, c'est tout simplement l'opinion qui ne cesse d'évoluer jour après jour. Les hommes politiques vivent mal les sondages, surtout lorsqu'ils leur sont défavorables. Il y a un peu une réaction de certains hommes politiques, de certains notables, de certains éditorialistes aussi dans la presse écrite, qui au fond n'ont jamais véritablement admis le sondage d'opinion, qui nous dit, eh bien, sur tel ou tel sujet, ce que pense l'opinion. Pourquoi? Eh bien parce que jadis, c'était eux qui étaient les interprètes uniques de l'opinion, et d'une certaine manière, ils vivent mal la remise en cause de ce monopole. Les sondages ne sont pas des prophéties, ils sont un éclairage, un élément qui permet d'apprécier un moment donné, un peu comme une photo qui jaunit au fil des jours. Pour la petite histoire, nous avons maintenant les résultats officiels communiqués par le ministère de l'Intérieur et les scores des principaux candidats correspondent pile poil à quelques décimales près à l'estimation que nous vous donnions hier avec l'Institut BVA Zénith dès 20 h. Les scores de Lionel Jospin et de Jean-Marie Le Pen font les gros titres de la presse étrangère. La presse allemande notamment s'inquiète de la poussée de l'extrême droite en France, alors que Jacques Chirac reste le grand favori chez les bookmakers londoniens. Je vous propose d'entendre les commentaires de nos différents correspondants à Londres, Berlin et Rome. Lionel Jospin, pas facile pour un Anglais, d'autant qu'ici, il y a 24 heures, personne ne connaissait ce nom. Aujourd'hui, on peut lui donner un visage grâce à la une des journaux qui tous s'accordent en général sur la victoire de Jacques Chirac au second tour. Ouverture ce midi du One O'Clock News en direct des Champs-Élysées. Rarement la France trouve ici de tels égards. Constat de la BBC après ce qu'elle appelle le choc du premier tour, M. Jospin aura beaucoup de travail s'il veut combler l'écart de 20% qui le sépare de Jacques Chirac. Le très influent Financial Times affirme que Chirac garde ses chances de l'emporter à condition qu'il recentre sa campagne à droite. The Independent confirme Jospin en tête des suffrages, mais la route est claire pour
Chirac. Le Daily Telegraph, plus conservateur, écrit que la victoire de Jospin est inquiétante. Quant au Times, il titre sur Jospin qui surgit par derrière au sommet des suffrages. Reste que Lionel Jospin, totalement inconnu en Angleterre, donné perdant chez tous les bookmakers, a d'ores et déjà fait des heureux, tous ceux qui ont osé parier sur le candidat outsider. Dans la presse allemande, le mot surprise revient aujourd'hui à peu près aussi fréquemment que dans les quotidiens français. Et à la suite de son succès sur Jacques Chirac et Édouard Balladur, un caricaturiste vient de sacrer Lionel Jospin roi de la politique française pour 2 semaines seulement. Cela dit, la presse allemande renvoie ses lecteurs aux résultats du 2e tour. Et les éditorialistes n'ont pas en général l'air décidés à entretenir le suspense. Jacques Chirac fait aujourd'hui figure de favori. Mais certains de nos confrères semblent ne vouloir exclure aucune hypothèse. À Bonn, un journal politique extrêmement sérieux se demande si un socialiste peut succéder à François Mitterrand à l'Élysée. Posée il y a quelques semaines, la question aurait été rejetée comme absurde, écrit l'éditorialiste, qui ajoute cependant « Hier soir, cette question a été posée sérieusement ». Bien qu'il y ait eu des élections en Italie aussi hier, la plupart des journaux trouvent aujourd'hui un certain espace à la une pour parler des élections françaises, avec un mot qui revient dans presque tous les titres, le mot surprise. Surprise naturellement de voir Lionel Jospin devancer Chirac. Mais au-delà de cet effet de surprise, la plupart des éditorialistes s'interrogent sur le score de l'extrême droite. 20% entre Le Pen et Philippe de Villiers, pour les Italiens c'est beaucoup, car cette extrême droite est qualifiée de xénophobe et anti-européenne. Alors c'est peut-être la Stampa qui a trouvé l'explication. Pour le grand journal de Turin, la France est devenue la patrie des mécontents. Au Rwanda, après le drame du camp de Kibeho, où environ 2000 personnes, à majorité Hutu, ont été massacrées samedi, plus de 100 000 Rwandais ont fui ce camp à destination de Butare. Après ce massacre, le Vatican a exprimé son horreur et le mot n'est pas trop fort, comme vous allez le voir avec ces images commentées par François Cornet. Il fallait encore une image pour traduire le drame de Kibeho, ce serait incontestablement celle-ci. Une femme et son enfant enlacés dans la mort, que l'on va jeter sous des regards vides par tant de souffrance au fond d'une fosse commune. Même si le bilan des tueries de samedi ont été révisés à la baisse et que l'on ne parle plus maintenant entre guillemets que de 2000 morts dans ce camp de réfugiés Hutus au sud-ouest du Rwanda, comment une réconciliation ou une normalisation à laquelle s'est engagé le gouvernement rwandais serait-elle encore possible entre Tutsis et Hutus? Après le carnage de Kibeho, plus personne en tout cas ne croit à un possible retour des Hutus dans leur village. Même si les soldats Tutsis n'ont tiré que par peur à Kibeho, la thèse de l'autodéfense ne trouvera jamais de justification à l'échelle de ses conséquences. Mais au Rwanda, l'armée à majorité Tutsi qui a arrêté le génocide de l'an dernier est intouchable. Alors au plus on qualifiera cette nouvelle tragédie de bavure et puis on l'oubliera. La communauté internationale, elle, reste presque muette et pour le moins impuissante devant cette nouvelle flambée de violence. Elle condamne et appelle dirigeants Hutus et Tutsis à coopérer. Un vœu pieux, certes, auquel personne ne croit et surtout pas les Rwandais. En attendant une hypothétique solution que l'on ne trouvera sans doute jamais ou trop tard, le drame rwandais se poursuit avec sa cohorte de larmes et de sang que les organisations humanitaires avec leur bonne volonté ne peuvent qu'essayer de soulager. On ne retiendra que pour un temps le nom du camp de Kibeho. Il est si loin de nous. Aux États-Unis, tout dernier bilan de l'attentat d'Oklahoma City, 79 morts, 400 blessés et encore environ 150 personnes peut-être enfouies sous les décombres de cet immeuble. Toutes les polices des États-Unis sont bien évidemment toujours à la recherche d'un deuxième suspect et Bill Clinton multiplie les déclarations antiterroristes. Le point de l'enquête avec notre envoyé spécial à Washington, Thierry Tuillier. Il est déserteur et correspondait au portrait robot du second suspect, à en croire les enquêteurs. Aujourd'hui, il n'en est plus rien. David Iniguez n'a semble-t-il aucune responsabilité dans l'attentat. Le suspect, armé et dangereux, recherché par toutes les polices, est donc toujours en liberté. Et le FBI, après avoir multiplié les opérations coup de poing dans le pays, a lancé un nouvel appel. Nous recherchons les cassettes des caméras de surveillance se trouvant dans les environs de l'immeuble dévasté. Nous pensons qu'au moins une d'entre elles a filmé le camion piégé. Pour sa part, Bill Clinton n'a pas attendu la fin de l'enquête.
Apparu une nouvelle fois très en colère hier à la télévision, il a annoncé de nouvelles lois antiterroristes renforçant les pouvoirs du FBI. Bill Clinton veut aller vite pour ne pas donner le sentiment que son administration est impuissante face au terrorisme. Les partisans du tout sécuritaire devraient l'aider dans une tâche qui s'annonce à la fois difficile et immense, car c'est tout le dispositif législatif qui doit être repensé pour affronter un terrorisme d'origine nationale. Voilà, avant de vous souhaiter une excellente soirée à l'écoute de nos programmes, je vous propose de revenir en forme de clin d'œil avec la soirée que nous avons tous vécue hier sur France 2, ce que l'on appelle un best-of, ou en bon français, les meilleurs moments. On a entendu, par exemple, Simone Veil être appelée Madame Jospin, mais il y a eu d'autres moments plutôt cocasses ou totalement tendus. Je vous propose un petit résumé. Lionel rit. Édouard se fâche. C'est M. Jospin et M. Chirac qui seront présents au... Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Arrêtez. Daniel rappelle à l'ordre. La soirée a eu ses coups de gueule, ses prises de bec, ses dialogues de sourds, ses cacophonies. Attendez. Les jeunes... Et surtout, quand personne ne s'y attendait, ces grands moments de tendresse. Traditionnels comme étant des harkis, les harkis de la politique qui vont coller, qu'on met... Je vous interromps 2 secondes, il y avait une image extraordinaire, ça se passait au quartier général de M. Lionel Jospin. Voilà une image de jeunes. Voilà, en tout cas, eux ont l'air de s'aimer énormément ce soir. C'est je t'aime, moi non plus. Chacun prend ses responsabilités. Je n'ai jamais éprouvé des sentiments extrêmement amicaux à votre égard, Monsieur Le Pen. Je vous le dis, ça a l'air de vous surprendre, mais je vous le confirme. C'est après vous, madame. J'ai arrêté tout à l'heure pour M. Pasquale. Il y a une candidate, Mme Laguiller, qui attend. Vous voulez que je lui donne la parole? Je pense qu'il serait convenable. Ah bah ça c'est très gentil de votre part. Madame Laguiller, M. Philippe Séguin, président de l'Assemblée nationale, ici même présent, vous donne la parole. Alors, nous allons écouter M. Jacques Chirac. C'est s'il vous plaît, monsieur. Attendez, Monsieur Glucksmann, on verra ça ensuite. Si vous voulez bien vous rasseoir, ça nous arrangerait. Allez vous asseoir pendant la... Je ne suis pas là pour faire de la figuration, j'ai une question à poser à Monsieur Le Pen. Bien, vous la poserez ensuite, Monsieur Glucksmann. Vous la poserez ensuite. C'est votre promesse. Vous la poserez ensuite. Ces cris de colère. Vous allez voir, nous allons combattre l'extrême droite de toutes nos forces. C'est mauvais pour et le ses pays, excès. Oui, c'est moins mauvais et ça fait surtout beaucoup moins de camps de concentration que le communisme dans le monde. Parce que le Front National n'a pas de sang sur les mains, ce qui n'est pas le cas des communistes, y compris des communistes français. Nous n'avons pas de sang sur les mains et vous avez du sang sur les mains peut-être à Marseille. Ces règlements de compte en tout genre. Vous ne pouvez pas le nier, c'est sous les socialistes que Le Pen est sorti. Je sais que vous êtes un des 24 neveux qui fait plus de tapage que les 23 autres, mais tout de même, laissez-moi finir. Ah, c'est beau comme argument. Ces images historiques. Je crois qu'il faut rester... Ces moments de détente. Pas dire du tout. On peut dire aussi, Madame Jospin. Je crois vraiment... Madame, oui, Madame non, Veil. pas Madame Jospin. C'est une information. C'est une information. Madame Veil, non, c'est parce que vous m'avez trompé avec Monsieur Jospin. Ce qu'on peut dire, Madame Veil, c'est que nous sommes, eh ben, au moins on va s'amuser, même si on est tendu ce soir pour le résultat. Madame Veil, ce qu'on peut dire aussi, je ne veux pas défendre les journalistes. Ces clins d'œil. Jean-Luc Manot va maintenant aller faire la fête, il adore ça, il n'est pas le seul. Voilà, Boule et Bill vous disent bonsoir, mon cher Bill, vous allez enfin pouvoir allumer un cigare. Oui, effectivement. Et surtout, c'est merci de nous avoir suivis, si nombreux. Nous allons rediffuser entièrement la soirée jusqu'au petit matin, jusqu'au début de nos émissions. Et oui, ça s'est passé comme ça hier soir sur France 2 et visiblement vous avez apprécié puisque France 2 a été la chaîne de télévision la plus suivie pour cette soirée électorale entre 19h et 24h. Ça a été le cas également de l'ensemble des télévisions du service public. France 2, France 3, merci à vous d'avoir apprécié notre travail. Nous avons essayé, comme nous en avons l'habitude, comme nous essayons de le faire toujours, de travailler sérieusement, sans forcément se prendre au sérieux, car, comme disait Montaigne, la gravité c'est le bonheur des imbéciles et nous espérons ne pas l'être trop.
Dernier journal, minuit 15, Philippe le fait. Demain, Gérard Leclerc dans les 4 vérités à 7h50 recevra le politologue Olivier Duhamel. Dans un instant, la météo de Laurent Romeshko, amélioration au nord, tant mieux. C'est aujourd'hui la Saint-Fidèle. J'en profite pour annoncer nos fiançailles avec Daniel Bilalian, mais nous ne voulons pas d'enfants tout de suite. Daniel Bilalian que vous retrouverez demain à 13h, le staccanoviste de l'info. Et à 20h, vous retrouverez Étienne Hénart. Excellente soirée, merci.